Ok, donc partie correction, comme d'habitude, vous pouvez trouver dans la description le timecode si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, en n'oubliant pas la trace écrite, et ben nous on est parti. Alors la première question, c'est des petits rappels juste concernant ce qu'on avait constaté la dernière fois par rapport à l'altitude et la vitesse. L'énergie potentielle du skieur en position 1 et en position 5. Son altitude est maximale, regardez, EP en vert, en position 1, c'est plein. Tandis qu'en position 5, il est en bas, l'altitude est minimale, donc il n'y a plus d'énergie potentielle. Donc elle est maximale ici et nulle en position 5. Tout simplement, un petit rappel, je vais passer relativement vite. Donc EP est maximale en 1, mais minimale en 5. D'accord ? Concernant EC, concernant la vitesse, c'est-à-dire l'énergie cinétique est liée à la vitesse, sachant qu'on a représenté ici avec des flèches. D'accord ? Bien évidemment, vous pouvez effectivement lire par rapport à ici si vous voulez vous aider. Moi, je vais faire simplement appel à ce qu'on a vu la dernière fois, je vais réutiliser ce qu'on a vu la dernière fois en essayant d'interpréter le dessin. Ça vous donne une autre alternative que simplement faire une étude de texte. Avec un peu de logique, on arrive à s'en sortir. Le vecteur vitesse, ici, est-ce qu'il y a une flèche ? Non. Donc en position 1, la vitesse est nulle, donc l'énergie cinétique est nulle. EC est nul, est égal à 0, hein, en 1, en position 1. Tandis que lorsqu'il est en 5, la flèche est très grande et regardez, l'énergie cinétique est pleine. Il n'y a plus d'énergie potentielle, il reste que de l'énergie cinétique. Donc elle est maximale en position 5. Là, j'ai simplement observé ici, EP, plein. Vous regardez au fur et à mesure de la descente, là, la barre vert diminue, tandis que la barre mauve augmente. Donc il n'y a plus d'EP quand je suis en position 5. Ok ? Il est maximal en position 1. Par contre, EC, c'est l'inverse. En position 1, est-ce qu'il y a du mauve dans ma barre ? Non. Par contre, en position 5, il y a plein d'EC. D'accord ? C'est complet. L'énergie cinétique est maximale en position 5. La vitesse de mon skieur est maximale. Donc il y en a un qui diminue et l'autre qui augmente. Donc on constate effectivement ici qu'au fur et à mesure que EP diminue, EC apparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trou entre les deux. Les deux sont constamment collés et au fur et à mesure de la descente, vous voyez que EC grandit au détriment de EP. Donc quelle conversion, qu'est-ce qui se passe? Qui se transforme en quoi au cours de la descente par rapport à ce qu'on observe ici? On constate que EC par EP se transforme au fur et à mesure en EC. Donc qu'est-ce qui est converti en quoi? On constate que EP se transforme ou se convertit, je vais utiliser le mot de la question, c'est mieux, se convertit en EC. Au fur et à mesure du fait de la descente, l'altitude diminue, et donc l'énergie qui était stockée à l'intérieur va se transformer en quoi? Va se transformer en vitesse, lorsque l'altitude va diminuer. Donc l'énergie potentielle va se transformer au fur et à mesure de la descente en énergie cinétique. Donc il y a une conversion de l'un en l'autre. EP se transforme en EC et inversement. Donc à partir de là, on peut faire le même raisonnement, mais pour n'importe quoi. Quand je vous dis que l'avantage des énergies, c'est là, c'est qu'on va simplement expliquer, là vous voyez, on a fait une étude sur la descente, on va pouvoir faire une même étude et comprendre un peu ce qui se passe lors de la montée. Troisième question. Entre les positions 5 et 9, comment varie l'altitude et l'énergie potentielle? En position 5 et en position 9, l'altitude augmente. Bon, monsieur, il est en train de monter, le bol là. Donc, l'altitude augmente, donc l'énergie potentielle augmente. Ça marche dans les deux sens. Donc ici, l'altitude augmente, donc EP augmente aussi lors de la montée.
fur et à mesure que l'objet monte, forcément, l'altitude augmente, donc l'énergie potentielle augmente. Mais quid de la vitesse? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de la vitesse? La flèche ici, elle est grande, mais au fur et à mesure que je monte, la flèche diminue. C'est un peu normal, hein, si vous avez déjà fait de la balançoire, quand je suis sur la phase de montée, mon mouvement est ralenti. Circulaire, ralenti, même si je voulais utiliser les mots exacts qu'on a vus avant. Bah oui, quand je fais de la balançoire, je fais un demi-cercle. Cercle, circulaire. Mais lors de la montée, donc entre la phase 5 et la phase 9, bah, ma vitesse diminue. Donc l'énergie cinétique va diminuer. Bah, les deux sont liés. C'est logique. Si la vitesse diminue, l'énergie cinétique diminue. Donc, la vitesse diminue, donc EC diminue lors de la montée. Alors, qui est converti en quoi? Si on fait le même type de raisonnement, entre la position 5 et la position 9, qui est converti en quoi? Quelle forme d'énergie est transformée en quelle forme d'énergie? Bah, EP augmente et EC diminue. Si je regarde en position 5, j'ai quoi? Qu'est-ce qui est présent dans mon bonhomme? Bah, de l'énergie cinétique. Il y a plein d'énergie cinétique, il n'y a pas d'énergie potentielle ici. Mais au fur et à mesure de la montée, cette énergie cinétique va diminuer. Cette vitesse va diminuer, donc son énergie cinétique va diminuer. Pourquoi? Parce qu'elle va se transformer en énergie potentielle. La vitesse va se transformer en énergie potentielle qui va être stockée. Donc, ici, là, quatrième question, qu'est-ce qui se passe au niveau des conversions d'énergie? Donc, EC est converti en EP lors de la montée. EC est converti en EP lors de la phase de remontée. Donc, si vous êtes un peu logique, à partir de quel moment, en fait, mon skieur va s'arrêter? C'est-à-dire qu'il il va monter. Mais finalement, à quel moment donné, ce dernier va s'arrêter? Il va s'arrêter à un moment donné où il n'y aura plus d'énergie à convertir. C'est-à-dire que l'énergie cinétique va se convertir en EP, et quand il n'y aura plus d'énergie cinétique, mon bonhomme va s'arrêter. Il aura atteint son attitude maximale. Ça veut dire que je pourrais, dans un sens, prévoir, connaissant ma vitesse initiale, c'est-à-dire connaissant l'énergie initiale qui est stockée, je pourrais prévoir la hauteur à laquelle je monte. Ça peut être pratique, notamment pour des phases de lancement ou certaines formes de figures. Pour rappel, pour ceux qui font un peu d'acrobatie, forcément, la facilité d'acrobatie, parce que ça, c'est aussi le mouvement d'un skateboard, hein, ça, c'est des planches, c'est des rampes de skateboard, comme vous avez l'habitude de voir. Sauf que si je gère mal, effectivement, ma vitesse, faire une figure alors que je suis en position 6, c'est-à-dire en plein encore dans la rampe, et c'est 100% de chance de me casser la figure. Et l'intérêt, il est là. C'est que finalement, c'est qu'une histoire de conversion d'énergie. Donc, connaissant ma vitesse, en gérant ma vitesse en position basse, parce que vous voyez, c'est indépendant de ça, c'est le stock d'énergie cinétique en position minimale. Donc, toute ma vitesse doit être acquis, ici. Parce que ça va déterminer, à cause de cette histoire de conversion, au fur et à mesure, ça va déterminer la hauteur maximale à laquelle je vais aller. Ah oui, au moment donné, ma position maximale, c'est lorsque j'aurai plus de EC. Ça permet d'associer donc pour la question 5 chacune des positions. C'est-à-dire que vous avez le schéma énergétique, exactement comme ici, il faut l'associer à chaque truc. En position 6, qu'est-ce qui se passe en position 6? En position 6, j'ai commencé à avoir un peu d'altitude, un peu de hauteur, mais j'ai toujours plus de vitesse. Donc j'ai un peu de EP, mais une majorité de EC. Donc le B, c'est la position 6. En 7, ça a encore augmenté. Mais j'ai toujours de la vitesse. Je suis à peu près à la moitié. Moitié. En 8, alors là, j'ai beaucoup d'altitude.
mais j'ai quasiment plus de vitesse, mais j'en ai encore un tout petit peu. J'ai beaucoup d'altitude, donc beaucoup de EP, et très peu de vitesse. Donc, le D. Et en position 9, j'ai atteint mon altitude maximum, je n'ai plus d'énergie cinétique, j'ai plus de vitesse, donc je suis en 9C. Celui-là. D'accord? Donc là, c'est simplement faire un rapprochement par rapport à tout ce qu'on a dit avant, mais en utilisant cette fois-ci les schémas énergétiques. D'accord? Alors, tout ça, c'est une histoire d'échange. EC et EP s'échangent. Lorsque EP augmente, EC diminue. Lorsque EC diminue, EP augmente. Et inversement. Tout ça, c'est juste une histoire d'échange d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Une conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement. Donc ça veut dire que la somme des deux, qu'est-ce qui va lui arriver? En fait, la taille de mon rectangle, qu'est-ce que je remarque depuis le début? La taille totale de mon rectangle, la somme des deux, ça n'a pas bougé. Là, la taille de mon rectangle, la taille totale de mon rectangle, alors certes, la taille des couleurs à l'intérieur change. Entièrement d'accord. Mais la taille totale du rectangle, qui correspond à la somme, je ne l'ai pas inventé. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle, la somme de ces deux énergies, correspond à l'énergie mécanique, c'est-à-dire la taille totale de mon rectangle. Ça n'a jamais changé. En fait, je suis passé, par exemple, 9 plus 1, 10, 8 plus 2, 10, 7 plus 3, 10, 6 plus 4, 10, 5 plus 5, 10. J'ai toujours la même valeur qui est égale à 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie mécanique, correspondant à la somme des deux? Entre un 8 plus 2, un 7 plus 3 ou un 5 plus 5, c'est toujours le même résultat. Qu'est-ce qu'on constate ici? Alors, bien évidemment, si on montrait la réponse, ça serait mieux. On constate que l'énergie mécanique, EM, reste constant. La somme ne bouge pas. En même temps, c'est logique. C'est une histoire de conversion. Si je perds 2 d'un côté, je gagne 2 de l'autre côté. Si je fais la somme, ça n'a pas bougé. Ou dit différemment, si j'avance d'une case et je recule de 2 cases, est-ce que j'ai bougé à la fin? J'avance d'une case et je recule d'une case. Est-ce que j'ai bougé à la fin? Non. Ça reste constant. La somme des deux reste constant. Cette énergie mécanique, justement, elle va être pratique pour les études énergétiques, pour faciliter les histoires d'interprétation et de prédiction sur le mouvement. Parce que c'est ça l'objectif. Alors connaître, ah oui, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, ça augmente, c'est bien. Ouais, mais non. Ça permet d'expliquer pas mal de choses et donc de prévoir pas mal de choses. Je vais vous montrer un petit truc pour essayer de clarifier avant de passer à la trace écrite. Cette histoire d'énergie cinétique et énergie potentielle, la somme des deux, EP, je vais le représenter ici, je vais le modéliser ici avec tout ce qu'on a vu. Là, je tiens une balle en hauteur. Sa vitesse est nulle, donc il n'a pas d'énergie cinétique. Toute l'énergie qui est stockée à l'intérieur de mon objet est énergie potentielle. Elle est stockée. Elle attend que à être libérée, à être exprimée sous une autre forme, montrer autre chose. Quand je vais la lâcher, toute cette énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique. L'énergie potentielle qui était stockée va être libérée, et au fur et à mesure que ça va diminuer, cette énergie potentielle va se convertir en énergie cinétique, la hauteur va diminuer, donc la vitesse va augmenter. Et l'énergie mécanique va rester constante. Le fait que ça reste constant, comme je dis, ça permet de prévoir pas mal de choses. Un objet que je vais lancer, au moment là du lancer. Donc, je viens de lancer ma balle. Je lui donne une certaine vitesse. Donc, si je fais le bilan, c'est-à-dire pour prévoir à quelle hauteur ma balle va atteindre, jusqu'à quelle hauteur, altitude ma balle va aller quand je vais la lancer, il suffit de faire un bilan énergétique. C'est-à-dire que là, au moment où je l'ai lâché, là, je viens de la lâcher, je lui donne une certaine vitesse. Or, il y a une énergie potentielle qui était stockée. Je vais lancer ma balle en hauteur.
La somme des deux fait qu'il y a ce stock d'énergie-là. Donc au fur et à mesure que ma balle va monter, je sais que l'énergie cinétique va se convertir en énergie potentielle, la force que j'ai donnée au départ va se convertir au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie potentielle. Et quand il n'y a plus d'énergie potentielle, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis pile poil à la hauteur de chute. C'est le maximum. Mon objet ne pourra pas aller plus haut parce qu'il n'a plus de vitesse, parce qu'il n'a plus d'énergie cinétique pour pouvoir aller plus haut. Maintenant, il a un stock d'énergie potentielle ici. C'est stocké. Il va falloir que ça soit libéré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pof. La hauteur va diminuer, l'énergie potentielle va être libérée. Tout ça va être converti en énergie cinétique. Mais le stock d'énergie initiale que j'avais donné n'a pas... Hop là. Le stock d'énergie initiale que j'avais donné n'a pas changé d'un poil. Donc c'est grâce à ça, par exemple, que je vais pouvoir prévoir les phases de lancement, les hauteurs de lancement et améliorer le mouvement d'un point de vue mécanique. Alors bien évidemment, c'est vrai que les sportifs s'entraînent pour faire abstraction de tout ça, mais les études scientifiques, et notamment sur les études de mouvement, quand vous construisez des machines ou des robots, c'est ces notions-là qui sont utilisées. Parce que c'est ça qui permet de prévoir la hauteur maximale. Notamment, ça permet de prévoir d'autres trucs, mais notamment ça. Toutes ces histoires-là, en fait, cette base-là, ça a permis de mettre en place un truc que vous connaissez très bien, les montagnes russes. Et oui, les montagnes russes, finalement, ça utilise relativement peu d'énergie. Ah bah oui, tout le principe des montagnes russes est basé sur cet échange de P et de C, systématiquement. Les formes qui sont là sont certes construites pour donner des sensations, c'est vrai, mais sont surtout là justement pour pouvoir gérer efficacement cet échange et donc de faire ressentir au corps un maximum de vitesse. Je m'explique. Il y a la phase de montée. Vous entendez souvent, pour ceux qui sont déjà allés dans les montagnes russes, enfin une espèce de manège comme ça, là, il y a toujours une phase où la machine est en train de galérer, et d'ailleurs ça fait un boucan assez monstre. C'est la machine justement qui stocke son maximum d'énergie. Une fois que son maximum d'énergie est stocké, la machine, elle se lâche. Elle se lâche sur le reste de son circuit. C'est-à-dire la hauteur et la force qu'on exerce ici, c'est pas fait au pif. Tout dépend de ce qui suit après. Pourquoi? Parce qu'une fois que je lâche, regardez, tout est une histoire d'échange. L'énergie mécanique, la somme des deux reste constante sur l'intégralité, mais c'est qu'une histoire de j'échange EP et EC. Là, j'ai un maximum de vitesse, je remonte pour redescendre, je remonte pour redescendre, je remonte pour redescendre, je restocke en altitude jusqu'au frein qui a pour but de relibérer cette énergie. Toute l'étude des montagnes russes, la construction est basée sur ce principe d'échange entre EP et EC. Gagner en altitude et perdre en vitesse, perdre en altitude et gagner en vitesse, gagner et ainsi de suite. D'accord? C'est la base de chez base de chez base. Ok? Donc trace écrite sur cette histoire d'échange entre EC, EP et l'énergie mécanique qui reste constant. Donc à la suite, en rouge. Toc toc toc. Alors ce qu'il faut retenir, donc 3 points. Premièrement, l'énergie mécanique d'un objet, donc on a défini l'énergie mécanique comme la somme de toutes les énergies qui étaient liées à la mécanique. C'est-à-dire l'énergie potentielle qui est liée à la hauteur et l'énergie cinétique qui est liée à la vitesse. Donc ça définit l'énergie mécanique. C'est la somme de EP et de EC. Premier point. D'accord? C'est pas vraiment une nouvelle forme. C'est un peu comme si j'avais défini la notion d'animaux, en fait. C'est les chiens et plus les chats. C'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est l'idée. D'accord? La somme des deux, c'est mes animaux domestiques. Voilà, c'est mes animaux domestiques. EM, c'est la somme de EP et de EC. Ok, première chose. Deuxième chose, donc, au cours du mouvement, en l'absence de frottement, ça a son importance. Parce que sinon, il y a une notion de perte, mais on reviendra là-dessus une autre fois. Pour le moment, on considère les mouvements en l'absence de frottement.
Au cours d'un mouvement, sans frottement, l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire que ça reste constant. EP plus EC, c'est toujours égal à la même valeur. D'accord ? Un certain nombre de joules. Pour se souvenir, on avait dit que l'unité qu'on allait utiliser pour l'énergie, à partir de maintenant, c'est les joules. D'accord ? Donc, cette énergie mécanique se conserve au cours du mouvement. D'accord ? Un exemple ici avec la chute libre. L'énergie potentielle va diminuer, car l'attitude diminue, et en fait, cette énergie potentielle va être convertie en énergie cinétique, comme je vous ai montré dans la vidéo d'avant. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous voulez revoir l'animation et revoir les explications sur ces histoires d'échange. D'accord ? Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que pour le moment, on a vu que les énergies se convertissaient l'une en l'autre, s'échangeaient, et qu'on a une grandeur pour exprimer le stock total, CEM, stock total d'énergie, en l'absence de frottement. D'accord ? Bon. Je vous laisse essayer de digérer tout ça tranquillement. Comme d'habitude, tenez-vous au courant sur Web Collège ou sur la chaîne pour l'arrivée des prochains lives. Et je vous souhaite, moi, une bonne continuation. N'oubliez pas de noter tout ça. Allez, bye!